Je m'appelle Hank, mais s'il vous plaît, ne m'appelez pas Henry, cela me met en rage quand les gens le font. Je transpirais en faisant face au jury, m'apprêtant à présenter mon argument d'ouverture. Je ne pouvais pas me permettre un avocat, alors je me représentais moi-même. Nerveux? Non, j'étais terrifié. Je risquais 5 ans de prison pour coups et blessures, et si je ne parvenais pas à me défendre dans ce procès, je passerais un long moment derrière les barreaux. Dans le public, ma femme Zelda, main dans la main avec son amant, me fixait d'un regard furieux. Son témoignage scellerait probablement mon destin, me poussant hors de sa vie et directement en prison. C'était une nuit sombre et orageuse, comme tirée d'un roman gothique, lorsque j'ai rencontré Zelda pour la première fois, il y a près de 20 ans. Avec le recul, ce cadre sinistre aurait peut-être dû être un avertissement pour m'en éloigner, mais elle était d'une beauté à couper le souffle et j'étais trop seul pour résister. Je me souviens de la première fois que j'ai vu sa voiture, un magnifique rouge pompier. Mais autant la voiture a attiré mon attention, autant je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Les cheveux noirs de jet de Zelda contrastaient fortement avec la couleur vive de la voiture. Malheureusement, mon admiration était gênée par le manteau trop grand qu'elle portait. Les soirées à Los Angeles peuvent être fraîches, après tout. Sa voiture n'arrêtait pas de caler ce soir-là et finit par ne plus démarrer du tout. C'était vendredi à 17 h, et je n'avais toujours pas trouvé ce qui n'allait pas. Zelda, ou Zaja comme elle préférait qu'on l'appelle, devait se rendre à San Francisco cette nuit-là pour l'enterrement de son père le lendemain, et ensuite se dépêcher de revenir pour un examen final à l'UCLA. Ses bagages étaient déjà rangés dans le haillon. Je lui ai promis que je réparerais la voiture, même si cela me prenait toute la nuit. Elle n'était pas d'humeur à bavarder, et je ne lui en voulais pas. Tous les autres mécaniciens étant partis, j'avais besoin de Zaja pour tenir une lampe de poche au-dessus de la boîte à fusibles pendant que je travaillais sous la voiture. Je faisais des allers-retours, examinant les schémas électriques, nettoyant et remplaçant les fusibles un par un. Vers 20 h, j'ai finalement découvert le problème, un fil desserré presque invisible et une pince fissurée qui ne faisait pas un bon contact. Une fois que je l'ai réparé, l'électricité a de nouveau parcouru la voiture et elle a rugi de vie. J'ai levé les yeux vers Zaja et, pour la première fois, j'ai ressenti une étincelle de connexion. Elle se mit à pleurer, submergée par l'idée de manquer l'enterrement de son père et l'angoisse de conduire la nuit sous la pluie. Je l'ai serrée dans mes bras et l'ai encouragée à se libérer. À ma surprise, elle se blottit dans mes bras et je ne pouvais nier à quel point c'était réconfortant, ni ignorer mon attirance grandissante pour elle. 2 jours plus tôt, ma petite amie m'avait quitté et le souvenir était encore frais. Nous étions dans un club de danse quand un homme grand et musclé avait essayé de l'entraîner pour danser, sans même me demander mon avis. Je lui ai ordonné de la lâcher, mais il a repoussé ma main de la sienne avec un sourire narquois. Quand il a ri et demandé ce que j'allais faire, je lui ai donné un coup de pied violent dans le tibia avec ma botte à embout d'acier. Ma petite amie, au lieu de me défendre, a suivi l'homme pour s'excuser. Elle m'a traité de « mécano sans avenir » et est partie avec lui cette nuit-là. Je ne voulais pas retourner dans mon appartement solitaire rempli de souvenirs douloureux. Initialement, j'avais prévu d'aller dans un bar pour noyer mon chagrin, mais j'ai réalisé que son départ était peut-être pour le mieux. Sans rien qui me retienne, j'ai ressenti l'envie de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose avec Zaja. J'ai caressé doucement ses cheveux et suggéré que si elle pouvait me trouver un endroit où loger à San Francisco, je la conduirais là-bas et la ramènerais pour l'enterrement. C'était une offre impulsive, mais les décisions impulsives définissent ma vie. Elle accepta. J'ai appelé ma mère pour qu'elle me prépare un sac, incluant un costume et un thermos de café, pendant que Zaja appelait sa mère pour organiser mon séjour dans leur chambre d'amis. Nous avons quitté le garage, récupéré mes affaires et pris l'I5 Nord. Ma conversation ne devait pas être très passionnante, car 10 minutes après le début du trajet, alors que nous franchissions la première colline, Zaja s'endormit en s'appuyant contre moi. Être si proche d'une femme magnifique m'a aidé à oublier la douleur de ma rupture. J'ai gardé mon bras autour de ses épaules pour m'assurer qu'elle ne tomberait pas. 6 heures plus tard, alors que nous traversions le Golden Gate Bridge vers Marin, j'ai dû la réveiller pour obtenir les indications pour sa maison. Elle a ouvert les yeux, encore endormie, et a demandé si était son tour de conduire. Quand elle a réalisé que nous avions conduit toute la nuit, elle m'a donné les directions pour la maison de sa famille. Quand nous sommes arrivés, Zaja a sonné à la porte. Sa mère a répondu, bien éveillée après une nuit agitée à pleurer la mort de son mari. Les 2 femmes se sont chaleureusement embrassées avant que sa mère ne se tourne vers moi et m'étreigne également, me qualifiant de « chevalier qui avait sauvé sa fille en son heure de besoin ».
Sur la table de la cuisine se trouvait une bouteille de scotch ouverte. Zaja a versé 2 verres tandis que je m'installais sur le canapé, reconnaissant d'avoir un endroit confortable pour m'asseoir. Je n'étais pas un grand buveur, mais à ce moment-là, je pouvais difficilement refuser un verre. Après une longue journée de travail et 6 heures de route, cela a suffi à m'assommer. Quelques heures plus tard, alors qu'une lueur de soleil filtrait à travers les vitraux malgré les nuages de pluie, je me suis réveillé sur le canapé, couvert de plusieurs couvertures. À l'enterrement, je tenais un grand parapluie au-dessus de Zaja et de sa mère. Elles gardaient toutes deux leurs bras autour de ma taille pour rester à l'abri, et prendre soin de ces 2 femmes endeuillées me procurait un profond sentiment de satisfaction. Je l'admets, j'aime prendre soin des gens. C'est quelque chose que j'ai appris de mon père, il m'a enseigné qu'on ne juge pas un homme à son revenu ou à sa force, mais à la façon dont il prend soin de ceux qui sont importants pour lui. Après l'enterrement, j'ai rencontré la famille élargie de Zaja. La plupart d'entre eux, à en juger par nos interactions, supposaient que nous étions ensemble depuis longtemps. Beaucoup ont commenté que nous formions un beau couple. Zaja, prenant mon bras, expliqua à ses proches que chaque fille rêve de trouver son héros, et que j'étais le sien. Le semestre suivant, elle quitta le dortoir de l'UCLA et emménagea dans mon appartement. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Mon patron au garage fut tellement impressionné par la façon dont j'avais réparé la voiture de Zaja et l'avait ensuite conduite à San Francisco qu'il publia l'histoire dans une annonce de journal pour montrer à quel point notre garage se souciait de ses clients. La publicité me valut même une augmentation. Zaja trouva un emploi de courtière hypothécaire et, bien qu'elle gagne beaucoup d'argent, elle n'aimait pas ce travail. Un jour, elle me confia que son patron flirtait constamment avec elle et était devenu de plus en plus inapproprié. Son honnêteté ne fit qu'approfondir ma confiance en sa loyauté. Je lui ai suggéré 2 solutions, elle pouvait démissionner ou je pouvais rendre visite à son bureau pour enseigner les bonnes manières à son patron. Elle choisit de démissionner dès le lendemain et commença à travailler comme agente immobilière à la place. Son intelligence, sa beauté, sa personnalité pétillante et son ambition implacable firent d'elle une vendeuse de premier ordre en seulement 8 mois. À peu près à la même époque, je suis passé du garage Batson à un atelier Ferrari. Ces voitures étaient capricieuses, mais je semblais avoir un don pour les réparer. Je gagnais autant d'argent qu'un mécanicien automobile pouvait en gagner, plus que la plupart des. À l'instar des enseignants et même de certains avocats, nous étions prudents avec nos finances, économisant autant que possible pour acheter une maison. Quand Zaja a pris du temps pour avoir des bébés, nous avons pu vivre confortablement avec mon seul revenu. J'aurais pu ouvrir mon propre atelier pour gagner encore plus, mais je ne voulais pas des tracas administratifs qui m'auraient éloigné de ma famille. J'aimais tellement travailler sur les voitures que ma femme plaisantait en disant que je n'avais pas de travail, mais un passe-temps bien rémunéré. Une fois par mois, mon patron et moi achetions une vieille Ferrari, la restaurions, la vendions pour une fortune et partagions les bénéfices. Chaque sou que je gagnais grâce à ce travail d'appoint allait dans un fonds d'études pour nos enfants. Autant j'aimais mon travail, autant j'aimais mes enfants davantage. Je limitais mes heures supplémentaires pour m'assurer de rarement manquer les dîners en famille. Mon plus grand échec dans la vie fut d'essayer d'enseigner à mes filles les bases de l'entretien automobile, elles étaient horrifiées à l'idée de se salir les ongles vernis avec de la graisse. Je n'étais pas en colère, elles étaient simplement très féminines. En retour, elles n'ont jamais réussi à m'apprendre à assortir mes chemises à mes pantalons. Nous avions une relation symbiotique et aimante, je réparais leur voiture et elles choisissaient mes tenues chaque jour. Ma femme et moi nous entraînions dans la salle de sport que nous avions aménagée dans notre garage. Nous étions tous les 2 en excellente forme pour un couple dans la quarantaine, même si je dois admettre que ma ligne de cheveux n'était plus ce qu'elle était. Pourtant, je refusais de faire une mèche en travers. J'étais content, mais Zaja commença à exprimer son ennui de nos vies, disant qu'elle voulait plus d'excitation. Pour notre anniversaire de mariage, je l'ai surprise avec une seconde lune de miel à Hawaï, ce qui était en réalité notre première vraie lune de miel. Quand nous nous sommes mariés, tout ce que je pouvais me permettre, c'était un week-end dans un motel bon marché à Malibu, où nous sommes restés plusieurs jours tandis que toutes les autres chambres changeaient d'occupants toutes les 2 heures. Le forfait vacances pour Hawaï incluait une leçon de danse hula pour Zaja. J'avais imaginé que nous passerions des heures à la plage, à siroter des margaritas, à nager et à nous prélasser au soleil, mais tout a changé après sa leçon de hula au Luau ce soir-là. Chaque homme du groupe semblait captivé par elle, et elle appréciait clairement l'attention. Quand un homme a essayé de s'approcher trop près, je suis intervenu fermement, lui prenant les mains avant qu'il ne puisse la toucher. Après cette rencontre, nous sommes retournés dans notre chambre où nous nous sommes connectés profondément pour le reste du voyage,
chérissant notre temps ensemble, même si je n'ai pas vu grand-chose d'Hawaï au-delà de ce qui était visible depuis notre lit. Je pensais que nous étions tous les deux heureux. Cependant, à notre retour à la maison, Zaja a commencé à exprimer le désir de subir une coûteuse chirurgie esthétique. Je pensais qu'elle était déjà magnifique telle qu'elle était, mais ses larmes m'ont convaincu d'ouvrir mon portefeuille pour satisfaire ses désirs. Zaja se jeta dans son travail avec une vigueur renouvelée, gagnant le double de son revenu précédent, mais travaillant aussi 2 fois plus d'heures. Elle rejoignait rarement notre famille pour le dîner plus d'1 fois par semaine. J'ai assumé le rôle de cuisinier, de chauffeur pour nos filles à l'école et de supporter lors de leurs matchs de football et de tennis. L'absence croissante de ma femme laissait souvent nos enfants blessés et déçus. Chaque fois qu'ils essayaient d'exprimer leurs sentiments, Zaja les congédiait, les traitant d'ingrats. En conséquence, ils venaient me chercher un soutien émotionnel, mais je n'avais pas de mots magiques pour apaiser la douleur de mes filles. Quand ma femme m'a demandé de leur expliquer l'importance de son travail, j'ai admis que je comprenais leur point de vue. Cela a mené à une dispute houleuse, et Zaja est sortie en trombe, rentrant tard cette nuit-là, sentant le scotch. Un soir, alors que mes filles et moi profitions de notre temps habituel devant la télévision, Zaja est entrée, les larmes de fierté aux yeux, tenant un trophée pour avoir été la meilleure agente de son entreprise. Elle le plaça sur la cheminée, déplaçant une photo de famille. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait échangé notre temps en famille contre ce trophée. À partir de ce moment-là, notre mariage a commencé à décliner. Chaque soir, elle rentrait de l'heure de l'apéritif avec ses collègues, se précipitant sous la douche sans me prêter attention. J'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, surtout avec la légère odeur du parfum d'un autre homme qui traînait sur elle. Son téléphone était verrouillé et toujours étroitement gardé, ne me donnant aucun aperçu de ses activités. Il est devenu de plus en plus évident pour moi et nos filles que Zaja avait probablement une liaison. Quand je les ai informées de mon intention de divorcer de leur mère, elles m'ont supplié d'attendre la fin de leurs études secondaires. Elles savaient bien à quel point un divorce litigieux pouvait affecter leur avenir. À contre-cœur, j'ai accepté, faisant passer leurs besoins en premier, même si cela signifiait endurer le comportement de ma femme un peu plus longtemps. Au fond de moi, je m'accrochais encore au mince espoir que nous puissions réparer notre mariage, même si je savais que les chances étaient minces. Zaja a commencé à rentrer à la maison principalement pour des vêtements propres, traitant notre maison comme une laverie automatique. Je ne l'ai pas confrontée directement à propos de l'aventure, mais je l'ai avertie que si son comportement continuait, elle risquait de perdre sa famille. À ma surprise, elle n'a pas répondu. Elle semblait complètement indifférente à mes préoccupations. Un de mes clients à l'atelier Ferrari, un entrepreneur technologique à succès, a proposé de m'aider à confirmer mes soupçons. Il a suggéré d'utiliser la technologie pour surveiller les activités de Zaja, mais j'ai eu du mal à saisir les détails techniques qu'il m'a fournis. Je me suis senti dépassé et incompétent, les moteurs et les transmissions étaient mon domaine d'expertise, pas les gadgets de haute technologie. Un jour, alors que je passais devant le bureau de ma femme, j'ai remarqué qu'une fête de Noël avait lieu. La plupart des participants étaient accompagnés de leurs conjoints, mais Zaja ne m'avait pas invité. Me sentant blessé mais déterminé à la surprendre, j'ai décidé d'entrer. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a dévasté. Zaja était avec un homme grand et musclé, riant et se penchant intimement vers lui. C'est là que tout a dérapé, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, devant un jury, faisant face à des accusations criminelles d'agression et de voies de fait. Mesdames et messieurs les jurés, j'ai commencé ma défense. Mon nom est Anksak. Je suis un mécanicien automobile de 45 ans, ouvrier, ayant du mal à continuer de travailler à cause de l'arthrite. J'ai appris que la compagnie de ma femme organisait une fête de Noël, qu'elle m'avait cachée. Je pensais la surprendre, mais c'est moi qui ai été surpris. Ma femme, Zaja, a 40 ans et est titulaire d'une maîtrise en psychologie, un diplôme que j'ai payé. Son petit ami, Cody, a 30 ans. Je ne suis pas avocat, ma seule formation juridique vient de 25 ans à regarder, Law and Order. Je me représente moi-même aujourd'hui parce que je ne peux pas me permettre un avocat. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sans relâche pour économiser 887 000 $ sur un compte de fiducie pour les frais de scolarité de mes filles à l'université. J'aimerais que mes filles se lèvent dans le public, dis-je en leur faisant signe. Elles se sont levées et je leur ai envoyé un baiser, qu'elles m'ont rendu. J'ai remarqué que la plupart des jurés ont souri à cette interaction. Quand je suis entré dans cette fête au bureau de ma femme, j'ai vu Cody. Il s'est approché de moi et m'a ordonné de partir, me rabaissant en m'appelant « Petit Henri ».
Il m'a dit qu'il était maintenant l'homme de sa vie et m'a désigné comme un vieil imbécile inutile. Puis il s'est vanté, oui, s'est vanté que mes filles ne pourraient pas aller à l'université parce que ma femme avait retiré tout l'argent de leur compte de fiducie. Il a affirmé qu'elle lui avait acheté une Porsche avec cet argent. Maintenant, Cody prétend que je lui ai cassé le nez et fait tomber 4 de ses dents. Si c'est vrai, cela peut être contre les lois des hommes, mais je vous le demande. J'ai marqué une pause, laissant ma voix s'élever pour insister. Ou est-ce contre les lois de la nature? Si un jeune homme comme lui peut aller séduire les femmes d'hommes plus âgés et voler l'argent que leurs maris ont eu tant de mal à économiser, sans crainte de représailles, alors aucun mariage n'est sûr. Alors, si ces allégations sont vraies, je n'ai pas seulement défendu mon mariage, j'ai défendu tous les mariages, y compris le vôtre, ai-je dit en regardant les jurés. Un juré, un homme d'une 60aine d'années, a souligné l'absence d'alliance à son doigt et m'a fait un clin d'œil. Je n'ai pu m'empêcher de penser que je venais de m'assurer, au pire, un jury indécis. Le procureur, cependant, avait anticipé ma stratégie. Nous ne pouvons pas cautionner la justice de rue dans une société civilisée, a-t-il soutenu, il n'y a jamais d'excuse à la violence. Cette situation aurait dû être laissée aux tribunaux de divorce. Mais je savais que ce n'est pas là qu'un mari victime d'infidélité peut trouver une vraie justice. La femme de mon frère l'avait trompé et le tribunal l'a récompensée, elle et son petit ami, avec la maison familiale et 10 ans de pension alimentaire. Pourquoi les tribunaux encouragent-ils ce comportement? Pour mon premier témoin, j'ai appelé ma fille Michelle à la barre. Elle a témoigné qu'elle était en dernière année de lycée, avec une moyenne de 3,9 et qu'elle avait été admise en avance à l'université de Stanford. Cependant, comme sa mère avait pris l'argent que j'avais économisé pour ses frais de scolarité, Michelle ne pouvait désormais se permettre que de fréquenter un collège communautaire local. Alors que ma fille Michelle quittait la barre en larmes, elle a couru me serrer dans ses bras, déclarant à haute voix au jury que j'étais le meilleur père du monde et qu'elle m'aimait. Une femme du jury a visiblement essuyé une larme. Mon second témoin fut ma plus jeune fille, Stéphanie. Elle a témoigné de l'absence de sa mère dans la vie de famille et a déclaré que bien que j'ai prévu de divorcer de ma femme il y a plusieurs mois, j'avais choisi de ne pas le faire parce qu'elle et sa sœur m'avaient supplié d'attendre après leur remise de diplôme du lycée. Stéphanie a souligné les sacrifices que j'avais faits pour privilégier leur stabilité, malgré la façon dont ma femme nous traitait. Son témoignage a laissé une solide impression sur le jury. À un moment donné, pointant directement sa mère du doigt, elle a crié que ce devrait être Zaja qui devrait être jugé pour avoir volé leur argent pour l'université. Le juge a immédiatement ordonné au jury d'ignorer cet éclat, avant même que l'assistante du procureur, Déa, n'ait pu s'y opposer. Néanmoins, l'impact émotionnel de sa déclaration était palpable dans la salle d'audience. L'accusation a appelé ma femme comme premier témoin. Elle a témoigné que j'avais agressé son petit ami Code. À la fête de Noël, mais a admis sous interrogatoire que je n'avais jamais porté la main sur elle. Pendant mon contre-interrogatoire, j'ai méthodiquement disséqué sa crédibilité. J'ai commencé par demander qui avait payé son master, à contre-cœur, elle a admis que c'était moi. J'ai ensuite demandé qui avait payé la coûteuse chirurgie esthétique sur laquelle elle avait insisté l'année dernière, et encore une fois, elle a reconnu que c'était moi. J'ai insisté, demandant depuis combien de temps elle était impliquée avec son jeune petit ami, cependant, le juge a maintenu l'objection du procureur à cette ligne de questions. Imperturbable, j'ai abordé les questions financières. J'ai demandé si elle avait retiré tout l'argent de nos comptes joints et hypothéqué notre maison, me laissant ainsi incapable d'engager un avocat pour le divorce. L'assistant du procureur s'est opposé à ce qu'il a prétendu être une question composée, mais elle a confirmé les deux actions individuellement. Lorsque j'ai demandé qui avait contrefait ma signature sur les documents hypothécaires, elle a invoqué ses droits du 5e amendement. J'ai ensuite demandé qu'elle confirme la vantardise de Cody, selon laquelle il l'avait encouragée à commettre ces actions, elle a hésité mais a admis qu'il s'en était vanté auprès de moi avant l'agression présumée. Lorsque j'ai demandé comment elle comptait payer les études universitaires de nos filles après avoir vidé leur fonds de fiducie, elle n'a donné aucune réponse. Enfin, j'ai demandé si acheter une Porsche à Cody était plus important pour elle que l'avenir de ses filles. À ce moment-là, mes filles, assises dans le public, se sont levées et ont crié qu'elle était une voleuse qui avait volé leur argent pour l'université et qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Le juge a ordonné leur exclusion de la salle d'audience, mais le tort causé à la crédibilité de ma femme était déjà fait. Ensuite, j'ai appelé la directrice du bureau de ma femme comme témoin. Une femme amère, divorcée 3 fois, d'une 30aine d'années, dont les propres mariages s'étaient terminés à cause de son infidélité. Son témoignage était accablant.
Elle a déclaré que ma femme s'était ouvertement vantée de son jeune amant pendant plus de 6 mois, affirmant que j'étais juste un mécanicien trop stupide pour le comprendre un jour. La directrice a également admis qu'elle et d'autres membres de la direction avaient encouragé cette liaison, car Cody était plus présentable aux clients que moi, un mécanicien aux ongles perpétuellement tachés de graisse. Quand Cody a pris la barre, sa stature imposante est immédiatement devenue apparente. Mesurant 1,90 m, il éclipsait ma propre taille des 1,75 m, ce que j'ai laissé le jury constater. Il ne s'agissait pas de moi cherchant la bagarre avec quelqu'un de plus petit, mais plutôt avec quelqu'un de beaucoup plus grand et plus fort. J'ai commencé mon interrogatoire en demandant à Cody de poser sa main gauche sur la Bible pour prêter serment. Alors qu'il luttait pour le faire, j'ai retiré une montre Rolex en or de son poignet et me suis adressé au juge. « Votre honneur, je souhaite verser cet objet au dossier. Pourriez-vous avoir l'amabilité de lire l'inscription au dos ?» La juge a retiré ses lunettes, a examiné la montre et a lu à voix haute, « À notre petit-fils, Anksak. »« Quand avez-vous pris ma montre ?» ai-je demandé à Cody. « Je ne l'ai pas prise » a-t-il répondu, indigné. « Votre femme me l'a donnée. »« Donc vous admettez que ma femme me l'a volée et vous l'a donnée ?» ai-je insisté. Le visage de Cody est devenu rouge alors qu'il balbutiait, « Eh bien, je ne l'ai pas volée. » Je me suis calmement tourné vers la juge, « Votre honneur, je crois que le témoin vient d'admettre une conspiration visant à voler ma montre de 110 000 $ et à receler des biens volés. Je demande que l'assistant du procureur porte plainte contre Cody et ma femme pour ce vol, ainsi que pour le vol des fonds universitaires de mes filles. » J'ai continué mon interrogatoire, « Combien d'argent ma femme vous a-t-elle donné ?»« Je ne sais pas » a-t-il répondu. J'ai présenté des chèques annulés et expliqué qu'elle lui avait donné plus de 125 000 $. Quel service lui avez-vous fourni pour mériter une si grosse somme? Cody a refusé de répondre, mais son sourire en disait long. Vous êtes en train de dire que vos compétences valent 125 000 $, ai-je demandé en souriant avec arrogance. Cody a répondu, votre femme semble le penser. Selon elle, je suis bien meilleur que vous. Sa remarque désinvolte a suscité un dédain visible de la part du jury. J'ai remarqué que beaucoup d'hommes et même certaines femmes semblaient prêts à le confronter eux-mêmes. Je suis resté calme, me rappelant l'adage de mon père. Un adage dit, n'interrompez jamais un adversaire qui est déterminé à se ridiculiser. Avec combien d'autres femmes mariées avez-vous eu des relations, ai-je demandé. Aucune, a-t-il affirmé. L'adjoint du procureur s'est objecté, mais j'avais anticipé cela. Votre honneur, puis-je quitter brièvement la salle d'audience pour faire venir des témoins supplémentaires? La juge a accédé à ma demande. Quelques instants plus tard, je suis revenu avec 3 femmes, chacune prête à témoigner, et 4 enfants. J'ai dit, m'adressant directement à Cody, je vais poser cette question à nouveau, avec combien de femmes mariées avez-vous couché? L'adjoint du procureur a crié une objection, mais j'ai insisté. Je pose la question à nouveau pour prouver que le témoin ment. La juge a rejeté l'objection. 5, a admis Cody à contre-cœur. Combien de familles ont été affectées à cause de vous? Il est resté silencieux. Je connais au moins 4 enfants qui vivent maintenant dans des foyers brisés à cause de vos actions. Après vos rencontres avec des femmes mariées, pensez-vous que vous tenterez encore de séduire? Absolument pas, a-t-il rapidement répondu. Donc, cela a été une expérience d'apprentissage positive pour vous, prévenant davantage de foyers brisés et d'enfants dévastés, ai-je dit, me tournant vers le jury. J'appellerais cela un service à la communauté. J'ai fait un geste vers le premier rang du public. Reconnaissez-vous les 4 hommes assis là? Non, a répondu Cody avec emphase. L'un des hommes en question frappait sa paume avec son poing tandis qu'un autre faisait semblant de lui trancher la gorge avec son doigt. Eh bien, j'ai dit, ce sont les maris divorcés de certaines des femmes avec qui vous avez eu des liaisons. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez leur dire? Peut-être des excuses. À ce moment-là, l'adjoint du procureur a fait objection et la juge a retenu l'objection. Je me suis tourné vers Cody, retenez leur visage. Vous pourriez les revoir, qui sait, peut-être même dans une ruelle sombre. L'accusation a ensuite appelé un médecin urgentiste à témoigner des blessures de Cody. Lors du contre-interrogatoire, j'ai demandé au médecin s'il était marié. Quand il a confirmé qu'il l'était, j'ai demandé, éprouvez-vous de la sympathie pour la victime, maintenant que vous connaissez tous les faits? Absolument aucune, a répondu le médecin sans détour. Le procureur a ensuite appelé un ergothérapeute qui a affirmé que les blessures de Cody le rendaient incapable de travailler et que j'étais responsable de sa perte de revenus. Lors du contre-interrogatoire,
j'ai demandé au thérapeute, quel genre de travail fait Cody? Je ne sais pas, a-t-il admis. Alors, comment pouvez-vous témoigner sous serment qu'il ne peut pas accomplir son travail si vous ne savez même pas ce que c'est, insistai-je. Le thérapeute est resté silencieux. Je me suis tourné vers le médecin, Cody peut-il encore avoir des relations intimes? Oui, a répondu le médecin. Eh bien, j'ai continué, puisque Cody gagnait 125 000 $ comme escort boy, selon votre opinion médicale, peut-il encore s'engager avec des femmes mariées qui ont des enfants? Le procureur s'est objecté et la juge a retenu l'objection, mais pas avant que le jury n'ait rigolé. Ma stratégie était claire, si je pouvais faire rire le jury, il serait moins enclin à me condamner. Je voulais qu'il me voie, non pas comme un agresseur violent, mais comme un mari lésé cherchant justice. Ensuite, j'ai appelé mon témoin surprise, Eddie Cochran. Je me sentais comme Perry Mason. Eddie m'avait contacté après avoir vu mon histoire aux informations du soir. Quand l'adjoint du procureur a réalisé qui il était, il a failli cracher son eau et a immédiatement objecté, affirmant que le témoignage de Cochran était sans rapport. Comment pouvez-vous le savoir avant de l'entendre, ai-je rétorqué. La juge a temporairement renvoyé le jury afin de pouvoir entendre le témoignage de Cochran. Monsieur Cochran, ai-je commencé, vous et l'adjoint du procureur, vous êtes-vous déjà rencontrés avant aujourd'hui? Oui, a répondu Cochran. Il y a 3 ans, j'étais en relation avec sa femme. Il est venu chez moi avec 2 policiers et m'a agressé devant eux. A-t-il dit quelque chose pendant qu'il vous attaquait? Oui, il a dit, c'est ce que méritent les briseurs de foyer. Avez-vous porté plainte? Non, ils m'ont menacé de me jeter en prison pendant 10 ans pour des accusations fabriquées si je le faisais. L'adjoint du procureur a de nouveau fait objection, affirmant que ce témoignage était sans pertinence. Avant que la juge ne puisse retenir l'objection, j'ai argumenté, l'adjoint du procureur a déclaré dans son exposé liminaire que la justice vigilante n'a pas sa place dans la société moderne. Ce témoignage démontre qu'il a lui-même eu recours à la justice vigilante. La juge a réfléchi un instant puis a rejeté l'objection, rappelant le jury et me permettant de continuer l'interrogatoire de M. Cochran. Alors, que s'est-il passé après cette nuit-là, ai-je demandé. Sa femme est venue à mon appartement avec un œil au beurre noir et 2 côtes cassées, a répondu Cochran. Elle a dit qu'il l'avait battue. L'adjoint du procureur a immédiatement crié « Objection ». Retenu, a répondu la juge. Mais le mal était fait. J'ai insisté, Monsieur Cochran, avez-vous vu un œil au beurre noir sur la femme de l'adjoint du procureur quand elle est venue chez vous? Oui, a-t-il confirmé. L'avez-vous emmené à l'hôpital pour ses blessures? Il a acquiescé. Votre témoin, avocat, ai-je dit, faisant tournoyer un crayon entre mes doigts. Pas de question, a répondu l'adjoint du procureur. J'ai tenté d'appeler mon témoin suivant, l'ex-femme de l'adjoint du procureur. Cependant, l'adjoint du procureur s'est rapidement approché du banc, suppliant la juge de ne pas enregistrer son témoignage. En retour, il a proposé d'abandonner toutes les accusations de coups et blessures contre moi si je plaidais coupable de trouble à l'ordre public et payais une amende de 500 $. Je me suis tourné vers le jury, puis j'ai refusé son offre. Je crois que le jury est de mon côté, ai-je dit, et je veux que votre dossier de violence domestique soit versé au dossier. La juge a quitté le banc pendant quelques minutes et est revenue avec un large sourire. Lorsque l'audience a repris, l'adjoint du procureur a informé la juge qu'il abandonnerait toutes les accusations contre moi. La juge a cependant refusé. Je veux entendre le témoignage de votre ex-femme, a-t-elle dit. À ce moment-là, un homme âgé aux cheveux argentés est entré dans la salle d'audience, accompagné d'une équipe de télévision et de 3 shérifs. La juge l'a salué avec un sourire tandis que l'adjoint du procureur pâlissait visiblement. L'ex-femme de l'adjoint du procureur a pris la barre et a témoigné en détail des abus qu'elle avait subis pendant leur mariage. Elle a également présenté des dossiers hospitaliers documentant ses blessures. La juge a écouté attentivement tandis qu'elle racontait les événements. Quand elle a eu terminé, la juge a abandonné toutes les accusations contre moi. Puis la juge s'est tournée vers l'ex-femme de l'adjoint du procureur et lui a demandé si elle témoignerait contre son ancien mari. Elle a refusé, déclarant qu'un homme avec son pouvoir la détruirait si elle le faisait. À ce moment-là, un homme plus âgé a demandé à la juge la permission de parler. Il s'est présenté comme le procureur général, ce que je savais déjà grâce à ses publicités de réélection constante. Je me suis souvenu de reportages qui affirmaient qu'il était en retard de 3% dans les sondages, les commentateurs suggérant qu'il avait besoin d'un miracle pour gagner.
Le procureur général a assuré l'ex-femme de l'adjoint du procureur que son ancien mari ne serait plus en fonction après aujourd'hui et qu'elle pourrait témoigner en toute sécurité. Il s'est ensuite tourné vers les caméras de télévision et, avec la sincérité forcée que tous les politiciens semblent posséder, a déclaré « Je ne cautionnerai jamais la violence domestique ni ne permettrai à un agresseur présumé de travailler dans mon bureau. Au lieu de cela, je le poursuivrai personnellement. » L'un des shérifs s'est approché de l'adjoint du procureur. L'assistant du procureur lui a tendu des papiers et l'a rapidement menotté avant de le faire sortir de la salle d'audience. Le procureur s'est ensuite tourné vers ma femme et son petit ami « Vous avez falsifié le nom de cet homme, volé sa maison et gaspillé l'argent qu'il a travaillé si dur à économiser pour les études universitaires de sa fille, le dépensant pour une voiture de sport chère. » Il a de nouveau fait face aux caméras, son expression maintenant marquée par la colère. Un shérif a remis à ma femme des papiers et lui a passé les menottes, tandis qu'un autre shérif a fait de même avec son petit ami. Vous êtes tous deux en état d'arrestation pour vol, faux et usage de faux, fraude bancaire et vol qualifié, a-t-il annoncé. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point il était intelligent. Il avait habilement utilisé mon affaire pour renforcer sa campagne de réélection. Pour une fois dans ma vie, je me suis senti chanceux. J'ai pris une note mentale de voter pour lui. Le procureur s'est alors tenu à côté de moi et s'est adressé aux caméras, mon bureau est passionnément engagé envers la justice. Je savais que je verrais cette déclaration, ainsi que mon visage, affiché sur ces publicités de campagne pendant des semaines. Me sentant étrangement solidaire, je l'ai applaudi. La juge s'est alors tournée vers moi, son expression sévère, « Aujourd'hui, vous avez eu un passe-droit. La prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance. » Votre honneur, ai-je répondu en levant ma main droite, il n'y aura jamais de prochaine fois. Cette semaine-là, ma femme a été licenciée de son travail. Le procureur a gelé tous ses comptes bancaires et ses biens. Elle a tenté de se réconcilier avec moi, mais j'ai ri au nez. Nos enfants ont refusé de lui parler à nouveau. 2 sem. Plus tard, le procureur a remporté sa réélection. Une semaine après cela, j'ai reçu une invitation à le rencontrer. Lors de notre entretien, il m'a dit que j'étais la raison de sa réélection, exprimant sa gratitude. Il a admis que j'étais un meilleur enquêteur que 90% de son personnel. Il m'a ensuite offert un poste d'enquêteur dans son bureau, sous réserve que je termine un cours de 6 mois en droit et procédure pénale au collège communautaire local. Pendant cette période, je me formerai aux côtés d'un enquêteur expérimenté tout en touchant un salaire. Étant donné que mon arthrite rendait de plus en plus difficile de continuer ma carrière de mécanicien, j'ai immédiatement accepté l'offre. Cependant, il a également insisté pour que j'assiste à un séminaire de gestion de la colère de 3 heures. J'aurais aimé vous connaître quand ma femme a divorcé de moi, a-t-il dit avec un sourire malicieux. Fidèle à sa parole, le procureur a personnellement poursuivi l'ancien assistant du procureur pour violence conjugale, et il a reçu une peine de prison de 2 ans. Nombre des condamnés qu'il avait précédemment envoyés en prison étaient là pour l'accueillir, et j'ai entendu dire qu'il avait remporté le prix de la meilleure camaraderie parmi ses codétenus. Comme une sorte de prime à la signature, le procureur m'a informé qu'il avait inculpé mon ex-femme et son petit ami de multiples chefs d'accusation, y compris le vol, le faux et usage de faux et la fraude bancaire. Cela était basé sur le vol de ma montre, de mon compte bancaire et de la plus-value de ma maison, tous obtenus en falsifiant ma signature. Ces fonds étant gelés ou restitués, elle n'avait aucun moyen de s'offrir un avocat compétent. Après avoir utilisé ses ressources restantes pour payer sa caution, il ne lui restait qu'un tout nouveau défenseur public qui, selon les rumeurs, avait du mal à trouver le palais de justice. Mon ex-femme et son petit ami ont tous deux reçu des peines de prison de 5 ans. Mes filles et moi ne lui avons jamais rendu visite malgré les lettres hebdomadaires qu'elle envoyait, suppliant notre attention. J'ai également poursuivi l'employeur de mon ex-femme pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, utilisant le témoignage de son patron lors de mon procès comme preuve. L'affaire a abouti à un règlement de 50 000 $, que j'ai immédiatement déposé sur le fonds d'études de mes filles, sachant que les frais de scolarité augmentaient plus vite que je ne pouvais économiser. Les 2 années suivantes ont apporté une immense fierté et joie, mais aussi des moments de chagrin et de larmes, alors que je conduisais chacune de mes filles à l'université. Avec 4 ans de frais de scolarité en sécurité à la banque et hors de portée de mon ex-femme, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. J'avais consacré ma vie d'adulte à élever 2 filles compétentes et indépendantes, et elles me manquaient vraiment quand elles sont parties. Avant de partir, mes filles m'ont fait un nuancier pour m'aider à assortir mes pantalons et chemises. Même avec leur tableau, mes choix vestimentaires sont restés aléatoires.
Elles m'ont aussi averti de mon mauvais goût en matière de femmes et ont promis de choisir ma prochaine femme pour moi. J'ai assidûment participé au séminaire de gestion de la colère, où j'ai rencontré et commencé à fréquenter Selma. Elle avait été obligée d'y assister après une altercation au cours de laquelle elle avait cassé les dents de la petite amie de son ex-mari. C'était une femme selon mon cœur. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais voir l'espoir à l'horizon. Deuxième histoire. Mes parents m'ont nommé Emiliano Zapata, d'après mon arrière-arrière-arrière-grand-père, le révolutionnaire mexicain qui a lutté contre la corruption et l'injustice. Je suis très fier de son héritage. Vous pouvez m'appeler étranger illégal ou travailleur sans papier, cela m'est égal. J'obéis aux lois du Seigneur et aux lois des États-Unis. Je crois que je suis un meilleur membre de la communauté que beaucoup de ceux qui ont la chance d'être nés ici. Je suis né à Tijuana, au Mexique, et quand j'avais 5 ans, mes parents et moi avons traversé la frontière à pied jusqu'à San Diego. De là, mon oncle nous a conduits à Los Angeles. Ma mère a trouvé du travail comme femme de ménage pour les Davison, une famille aisée, tandis que mon père a commencé à travailler comme jardinier pour quelqu'un d'autre. Il vivait de riz et de haricots, économisant chaque centime qu'il gagnait jusqu'à ce que mon père puisse acheter un camion, une tondeuse et d'autres outils de jardinage pour démarrer sa propre entreprise d'aménagement paysager. Ils ont travaillé dur, vivaient frugalement et gagnaient correctement leur vie. Ils m'ont aussi appris l'importance de la patience, de la planification à long terme et du renoncement à la gratification instantanée. Quand j'avais 7 ans, j'ai participé à une chasse aux œufs de Pâques chez elle. Et Davison avec 20 enfants blonds aux yeux bleus. Ma mère a dépensé le salaire d'une semaine pour m'acheter une nouvelle tenue et des chaussures afin que je n'ai pas l'air déplacé. Elle m'a frotté jusqu'à ce que je brille pratiquement. À la fête, j'ai fièrement trouvé 3 œufs et me suis dépêché de les montrer à mes parents. Mais avant que je ne puisse le faire, Clark, le fils de 12 ans des Davison, m'a nargué en disant que quelqu'un comme moi n'avait pas le droit d'avoir des œufs. Il me les a arrachés et m'a poussé dans la boue, ruinant mon nouveau costume. Les autres enfants ont ri. Malgré la taille de Clark, j'étais prêt à l'affronter, mais mon père m'a attrapé et a essayé de me calmer. Les parents de Clark n'ont pas vu ce qui s'était passé et ma mère ne leur en a jamais parlé. Nous avons quitté la fête rapidement. Je n'oublierai jamais la honte et l'humiliation que ma famille et moi avons endurées ce jour-là. J'ai juré que je me vengerais, même si je ne savais pas quand ni comment. J'ai appris la patience de mes parents. Nous ne sommes jamais revenus pour d'autres chasses aux œufs de Pâques et j'ai plutôt consacré mon énergie à l'école. Il est vite devenu clair que j'avais un don pour les chiffres. À l'âge de 10 ans, je faisais la comptabilité de l'entreprise d'aménagement paysager de mon père illettré. À 13 ans, je travaillais comme comptable pour le bar de mon oncle. À 17 ans, j'étais le capitaine de l'équipe de mathématiques de mon lycée, participant aux Olympiades de mathématiques de toute la ville. Nous avons gagné et j'ai reçu un trophée me reconnaissant comme un athlète. Ma mère rayonnante de fierté, mon père stoïque, et mes tantes et oncles, tous ont pleuré en m'étreignant, remerciant le bon Dieu pour tout ce que l'Amérique nous avait donné. Plus tard, alors que nous célébrions lors d'un dîner au restaurant de mon oncle, un client nommé Enrique, accompagné de 2 gardes du corps, m'a tendu un billet de $100. Il m'a dit, « Il nous traite d'ignorants et pire encore, mais avec votre intelligence, vous avez apporté fierté et honneur à notre communauté mexicano-américaine. » Il a également proposé son aide si jamais j'en avais besoin. Quand j'étais en terminale, je travaillais également comme comptable à temps partiel pour l'entreprise de fabrication de robes des Davison, dans le quartier de la confection de Los Angeles. Alors que les Davison traitaient ma mère et moi décemment, leur fils Clark restait aussi méchant que jamais. Il nous insultait et se moquait de nous. En tant qu'enfant unique, il était gâté et jamais discipliné par ses parents adorateurs. J'ai obtenu mon diplôme du lycée avec mention, mais je ne pouvais me permettre d'aller qu'au collège communautaire local au lieu d'une université de 4 ans. Là, j'ai remporté le prix de mathématiques du département de mathématiques de mon collège. Pendant ce temps, Clark a abandonné ses études après seulement quelques semaines. 6 mois plus tard, au décès de son père, Clark a repris l'entreprise familiale. Si l'on ne connaissait pas la situation, on aurait pu dire que Clark était doué pour la délégation. Si l'on comprenait la situation, on aurait réalisé que Clark était paresseux et laissait les autres faire tout le travail. Moi, ainsi que les autres employés, avions été formés avec expertise par le défunt père de Clark et pouvions effectuer nos tâches sans la supervision de Clark. Grâce à un cours d'administration des affaires du collège communautaire, j'ai appris qu'une bonne gestion n'était pas compliquée, 10% du travail d'un manager consistait à instruire les subordonnés sur ce qu'il fallait faire,
tandis que les 90% restants consistaient à s'assurer qu'il le faisait correctement. Nous y avions tous travaillé pendant des années, mais le comportement peu professionnel de Clark a poussé les anciens employés de son père à démissionner un par un. J'étais parmi les derniers à rester. L'entreprise a commencé à décliner et n'avait besoin que d'une petite poussée pour basculer. Je ne suis pas expert comptable ni même comptable. Je suis juste le comptable personnel d'un multimillionnaire nommé Clark. J'ai 24 ans et, malheureusement, je ne gagne pas des fortunes. J'ai aussi découvert que ma magnifique petite amie de 23 ans voulait maintenant un homme qui en gagnait. J'étais amoureux de Maria depuis que j'étais en terminale et qu'elle était en seconde, que j'aidais en mathématiques pendant qu'elle m'apprenait à danser. La danse était importante pour elle et, à sa fête d'anniversaire de ses 15 ans, sa astérisque quinceanera astérisque, j'étais son cavalier. J'ai payé Linda, une talentueuse créatrice de robes mexicano-américaine de l'usine de robes des Davison, pour créer une robe sur mesure pour la astérisque quinceanera astérisque de Maria. Elle était magnifique dans cette robe et toutes les autres filles présentes voulaient des robes similaires. J'ai même essayé de convaincre mon patron que c'était un marché inexploité qui méritait d'être desservi, mais elle a rejeté l'idée, affirmant que la communauté mexicaine pouvait se permettre des robes chères. À la fête, Maria et moi avons dansé une valse ensemble, et c'était magique. Plusieurs garçons et moi avons répété la scène de danse du film Astérisque Dirty Dancing Astérisque pendant plus d'une semaine. À la fin de notre numéro, Maria s'était lancée de la scène dans mes bras, provoquant un tonnerre d'applaudissements. L'arrière-grand-père de Maria nous a appelés les Fred Astaire et Ginger Rogers Latino. Je ne savais pas qui ils étaient à l'époque, mais j'ai supposé que c'était un compliment. Maria m'a fait comprendre qu'elle m'avait choisi, parmi ses nombreux autres admirateurs, parce qu'elle me voyait comme son passeport pour sortir de la communauté hispanique d'Istla et entrer dans les banlieues riches près de l'océan. Nous étions tous deux suffisamment clairs de peau pour passer et elle ressemblait à une jeune Sofia Vergara, bien que sans son sens de l'humour. Avec l'aide de ma tante Rosario, serveuse dans un restaurant chic de Beverly Hills, Maria a d'abord trouvé un emploi à laver les cheveux, puis comme esthéticienne dans un salon haut de gamme à Beverly Hills. Elle était excellente dans son travail et avait de nombreux clients fortunés. Maria rentrait souvent à la maison, répétant des histoires sur les vacances somptueuses, les vêtements coûteux et les voitures de luxe de ses clientes. Le dénominateur commun parmi ces femmes semblait être leur beauté et leur capacité à épouser des hommes riches. Maria a commencé à dépenser trop de notre argent en copiant leur style, ce qui a entravé mon projet d'économiser pour un acompte sur une maison. Elle était consumée par la jalousie et l'envie. J'ai essayé de la prévenir que sa convoitise était mauvaise, mais elle s'en fichait. Je savais qu'elle voulait imiter la vie de ces femmes, mais je n'avais aucune idée jusqu'où elle irait pour atteindre ses objectifs ni qui elle piétinerait pour y parvenir. Maria était incroyablement passionnée, il y avait des week-ends où nous sortions à peine du lit, sauf pour manger ou aller aux toilettes. Nous étions si heureux et maintes fois je lui ai demandé de m'épouser, mais elle disait toujours que c'était trop tôt, ou que nous étions trop jeunes, ou donnait une autre excuse. Avec le recul, je réalisais maintenant qu'elle ne voulait pas être liée à moi. Elle cherchait apparemment à s'élever socialement, et j'étais juste un marchepied sur son échelle d'ascension sociale. Je ne suis pas parfait, je ne vais pas régulièrement à l'église, mais depuis que mes parents m'ont inculqué leurs valeurs enfants, j'ai essayé de suivre leur exemple et d'obéir aux 10 commandements. Je ne me souvenais pas de toutes les prières, mais je pensais que les commandements étaient essentiels et que le reste n'était pas aussi important, sauf la partie concernant le fait de bien traiter les autres. Maria, en revanche, connaissait tous les hymnes et toutes les prières et pensait que cela faisait d'elle une meilleure catholique que moi, comme si cela lui assurait une place au paradis malgré les faux pas qu'elle pourrait commettre. Elle était moins intéressée par les commandements ou par le fait de traiter les autres comme elle aimerait être traitée. Un jour, Clark a admiré une photo de Maria sur mon bureau au travail et a fait une remarque inappropriée à son sujet. J'ai rapporté la photo chez moi ce soir-là et ne l'ai jamais ramenée. Plus tard cette année-là, Clark m'a invité, et surtout Maria, chez lui pour une fête de Noël d'entreprise. Me souvenant de l'humiliation que j'avais subie des années auparavant, je ne voulais pas y aller, mais Maria a insisté pour voir l'opulente demeure des Davison dont elle avait entendu parler par ma mère. Je ne disais presque jamais non à Maria, alors nous y sommes allés. Bien que je l'ai prévenue du comportement inapproprié de Clark, elle m'a assuré qu'elle saurait se débrouiller. Aveuglé par l'amour, je lui ai fait confiance. Avec le recul, il est facile de voir à quel point j'étais naïf, tout homme peut être insensé pour la femme qu'il aime. À la fête de Noël de Clark, j'ai vu ma mère travailler comme serveuse. Quand j'ai essayé de la prendre dans mes bras, elle a secoué la tête avec un regard sévère,
me prévenant silencieusement de ne pas agir différemment des autres invités. Maria, quant à elle, a tout fait pour ignorer ma mère et a prétendu ne pas la connaître. Elle a apprécié le champagne coûteux que ma mère servait, et encore plus le style de vie luxueux exposé lors de la fête. Pendant ce temps, Clark a commencé à accorder une attention particulière à Maria, l'emmenant faire une visite privée de son manoir. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué que Clark se rapprochait de Maria de manière inconfortable. Quand j'ai essayé pour danser avec elle, ils ont tous deux refusé que je me joigne à eux. À un moment donné, ils disparurent à l'étage, pendant que tous les autres invités regardaient. 2 gardes de sécurité me barrèrent le chemin lorsque j'essayais de les suivre. Ma mère, qui servait des boissons non loin de là, fut témoin de mon humiliation. J'ai pensé bousculer les gardes pour affronter Clark, mais ma mère m'a attrapé et m'a retenu jusqu'à ce que je me calme. Elle m'a expliqué que l'affronter ne me causerait que des ennuis et qu'il se moquerait de mes efforts. Tu ne gagnerais rien, mais perdrais tout, dit-elle. Finalement, elle me fit comprendre que Maria n'en valait pas la peine. Lorsque j'exprimai mon désir de vengeance envers Clark, ma mère secoua la tête et dit, « Prends ton temps, utilise ta tête et non tes poings. Ne cherche pas à te venger, cherche à progresser. » Ces derniers mots avant que je ne quitte la fête restèrent gravés en moi, agis avec stratégie, pas avec émotion, si tu veux réussir. Mes parents, bien que n'ayant pas d'éducation formelle, sont les personnes les plus sages que j'ai jamais connues. J'ai compris qu'il me fallait élaborer un plan qui blesserait Clark bien plus gravement que n'importe quelle altercation physique. J'ai embrassé ma mère, puis je suis rentré chez moi, les larmes coulant sur mon visage à cause de mon cœur brisé et de mon humiliation, tout en complotant la chute de Clark. Beaucoup d'hommes noieraient leur chagrin dans l'alcool à un moment pareil, mais j'ai été élevé pour rester tempéré et penser clairement. Bien que, d'accord, j'ai bu une bière, je ne suis pas parfait. Dans ma famille, nous ne noyons pas nos peines dans l'alcool, mais dans la nourriture. Je me suis rendu dans une épicerie fine de Beverly Hills et me suis consolé avec un grand bol de soupe au poulet et de boules de matza, m'en délectant jusqu'à ce que je me sente mieux. L'une de mes tantes y avait travaillé comme serveuse pendant des années, et j'avais développé un goût pour la nourriture juive de traiteur qu'elle rapportait souvent à la maison. Une autre tante, Rosario, travaillait dans un restaurant italien voisin, et nous apprécions souvent les cuisines éclectiques ramenées par mes 5 tantes qui travaillaient dans divers restaurants. Une fois, quand quelqu'un a demandé à mon père de décrire le régime alimentaire multinational de notre famille, il a simplement répondu « américain ». 2 jours plus tard, Maria est revenue. Elle m'a ignoré quand je l'ai supplié d'arrêter de voir Clark. Je lui ai dit que je pouvais pardonner ses erreurs passées, mais elle m'a ri au nez. Elle m'a présenté 2 choix, soit j'acceptais qu'elle passe quelques nuits par semaine avec mon patron en échange d'une augmentation de 5%, soit j'allais au diable, perdais mon emploi et me retrouvais à la rue sans elle. Maria a même menacé que si je n'acceptais pas son plan, elle m'accuserait d'abus et me ferait arrêter, ce qui entraînerait ma déportation. Je n'étais pas retourné au Mexique depuis 20 ans et je ne voulais pas y retourner menotter. Bien que j'ai dit à Maria que j'accepterais sa première option, en réalité, j'ai fait un 3e choix, je planifierais la destruction financière totale de Clark Davison. J'aurais pu partir ce jour-là, mais j'attendais depuis l'âge de 7 ans de me venger de Clark. Attendre encore 3 mois ne signifiait rien dans la perspective globale des choses. Je n'aimais plus Maria, mais j'étais écœuré par la façon dont elle se compromettait pour Clark. Cependant, je ne dirigerais pas ma colère contre elle. Je comprenais sa peur intense de la pauvreté et son obsession d'une vie meilleure. Au lieu de cela, je redirigerais toute ma colère vers Clark pour la façon dont il nous avait traités, elle et moi. Je connaissais des gens qui auraient pu affronter Clark physiquement pour moi, mais j'ai rejeté cette idée. Les os guérissent vite, et je voulais qu'il souffre d'une manière qui aurait des conséquences durables, à travers ses finances. Après les vacances de Noël, je suis retourné au travail, étouffé par ma haine pour mon patron, mais sans jamais la montrer. J'ai appris du film Astérisque les 7 samouraïs Astérisque à faire l'idiot, à supporter le ridicule, à endormir la vigilance de mon ennemi et à attendre le moment parfait pour frapper. J'ai joué le rôle de l'employé docile, incitant Clark à penser qu'il était en sécurité avec moi et que je ne représentais aucune menace. Je l'ai même remercié pour mon augmentation, bien que les mots me brûlent la bouche. La plus grande peur de Clark était la confrontation physique, mais cela n'a jamais fait partie de mon plan. Mon travail consistait à ouvrir le courrier, à rédiger des chèques pour les factures et à les remettre à mon patron pour sa signature. J'ai continué mon travail habituel, mais j'ai cessé d'envoyer les chèques à l'IRS, au California Franchise Tax Board, pour les impôts fonciers,
l'assurance incendie et automobile, les impôts retenus à la source et le prêt hypothécaire de son manoir fortement hypothéqué. Au lieu de cela, ces chèques allaient directement à la déchiqueteuse. Je n'ai pas volé un seul sou pour moi-même, au pire, j'étais coupable. De négligence, pas de vol. Chaque semaine, j'écrivais un mémo à mon patron l'avertissant qu'il ne payait pas ses factures. Bien sûr, je n'ai jamais remis ces mémos. Ces mémos que j'écrivais pour Clark, l'avertissant de ses factures impayées, je les plaçais personnellement dans son classeur et sur son ordinateur, qu'il ne consultait jamais. Pendant ce temps, j'ai arrêté de payer mon propre loyer et toutes mes autres factures. Un avantage de ne pas être admissible à une carte de crédit en raison de mon statut d'immigration était que je ne dépensais jamais trop et n'avais aucune dette. J'ai économisé chaque centime que je pouvais, le gardant en espèces, caché à l'intérieur d'un vieux lustre cassé accroché au plafond de mon salon. Ce n'était pas la cachette parfaite pour dissuader les cambrioleurs du quartier, mais c'était suffisant. Je ne voulais pas laisser de traces bancaires au cas où je devrais disparaître. Les divers créanciers envoyaient des lettres à Clark, mais comme j'ouvrais tout le courrier, je classais ces lettres à leur place, en toute sécurité, sachant que Clark ne prendrait jamais la peine d'ouvrir le classeur et de les trouver. Si jamais j'étais soupçonné de cet espionnage financier, ces lettres classées m'absoudraient de toute culpabilité ou blâme. C'étaient mes cartes, sortées de prison sans payer. Après 3 mois, Clark avait plus de 1,5 million de dollars supplémentaires sur ses divers comptes bancaires, mais il devait aussi cette somme, plus les intérêts et les pénalités, à ses créanciers. Le montant qu'il devait ne le détruirait pas financièrement, c'est alors que j'ai commencé la phase 2, la partie la plus importante de mon plan, le coup de grâce. J'étais aussi le comptable de l'un des bars de mon oncle au centre-ville de Los Angeles, situé dans un quartier malfamé et peuplé de nombreux immigrants. Il travaillait pour un homme nommé Enrique qui conduisait un impeccable Cadillac Escalade noir. Enrique venait du même village mexicain que ma famille, et l'une de mes cousines était mariée à l'un de ses proches il y a des années. Enrique m'avait donné $100 lorsque j'avais gagné un concours de mathématiques, promettant de m'aider si jamais j'en avais besoin. Je comprenais maintenant ce qu'il faisait pour vivre et j'avais toujours essayé de l'éviter. Il était un habitué quasi permanent, assis dans une cabine au fond du bar. Cette fois, je me suis lentement approché de lui, les mains bien visibles. Enrique était prudent et portait un pistolet semi-automatique Colt 1911 de calibre .45, ainsi que suffisamment de chargeurs de rechange pour tenir tête à une petite armée. Après avoir demandé la permission de m'asseoir, l'un de ces hommes m'a fouillé pour vérifier si je portais des armes ou des dispositifs d'enregistrement. Enrique a hoché la tête et je me suis assis. J'ai demandé s'il voulait entendre parler d'une opportunité d'un demi-million de dollars. Il a rapidement accepté. Après que j'ai expliqué le comment, le pourquoi et le quoi de mon plan, Enrique a été impressionné. Non seulement l'idée, mais moi-même. Il a même suggéré que je devrais envisager de travailler pour lui. Je lui ai dit que si mon plan fonctionnait, je serais heureux de travailler pour l'une des nombreuses entreprises légitimes qu'il possédait. Maria ne revenait presque plus à notre appartement. Je faisais semblant de vouloir toujours une relation avec elle pour maintenir la mascarade, mais bien sûr, elle refusait, ce qui me convenait parfaitement. Clark la conduisait à notre appartement dans sa Porsche 911 tous les vendredis soirs, précisément à 18 h, comme une horloge. Elle déposait son linge sale et récupérait son linge propre pour un week-end de sortie en boîte de nuit, un linge que j'avais lavé, jouant le rôle du stupide soumis qu'il croyait que j'étais. Clark adorait me narguer à ce sujet au travail. C'était difficile à supporter, mais je devais garder mon sang-froid pour que mon plan réussisse. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange froid. Un vendredi après le travail, j'ai jeté tous les vêtements et possessions de Maria, remis les clés de l'appartement au propriétaire et suis parti pour le Mexique, pour ne plus jamais travailler pour Clark. Ce lundi-là, je ne lui ai pas donné de préavis, à la place, j'ai commencé à travailler pour les 3 bars de mon oncle en Basse-Californie. Ce dernier vendredi, comme à son habitude, Clark conduisait sa Porsche 911 à 2 fois la limite de vitesse en direction de mon appartement. Cette fois, il a percuté l'arrière de l'Escalade noire d'Enrique, ne réalisant pas que le véhicule s'était soudainement arrêté car ses feux de stop étaient déconnectés. Il ne pouvait pas virer à gauche car un camion le bloquait, ni virer à droite car un autre camion le bloquait de ce côté. Les 2 camions faisaient partie du plan. L'Escalade avait 6 passagers, chacun d'entre eux nécessitant une ambulance. Clark et Maria ont été blessés, mais pas mortellement. Maria, il n'avait jamais porté de ceinture de sécurité malgré toutes mes supplications, a traversé le pare-brise la tête la première, lui laissant des cicatrices importantes.
Je n'avais pas cherché, planifié ou même désiré me venger de Maria, mais le karma l'a rattrapé. Je suppose que j'aurais dû ressentir de la satisfaction face à son malheur, mais mon cœur s'est brisé en apprenant ce qui s'était passé. Lorsque Clark a donné ses informations d'assurance à la police, il a découvert que sa police avait été annulée pour non-paiement. L'amende qu'il a reçue pour conduite sans assurance était le moindre de ses soucis. Maria, ainsi que les 6 passagers de la voiture qu'il avait percutée, l'ont poursuivi en justice pour 500 000 $ chacun, soit un total de 3,5 millions de dollars. Leur avocat a bloqué le compte bancaire de Clark, l'empêchant de cacher son argent. Puis, les factures de diverses agences fiscales, les hypothèques et autres créanciers ont commencé à arriver à échéance. Clark est passé d'un surplus de 500 000 $ à plus de 4 millions de dollars de dettes. Il a déposé le bilan, perdu sa maison et perdu son entreprise. Maintenant que ma mère était sans emploi, elle et mon père ont emménagé avec moi à Tijuana. Avec tout l'argent qu'ils avaient économisé en travaillant dur toutes ces années, ils avaient de quoi vivre confortablement. Combiné à la sécurité sociale, mes parents ont pu prendre une retraite confortable à Tijuana grâce à leurs économies et à leurs revenus de la sécurité sociale. Clark, en revanche, avait été un fardeau pour tout le monde toute sa vie et maintenant qu'il était pauvre, il n'avait plus de contact ni d'amis vers qui se tourner. Il a largué Maria, dont les blessures ne l'intéressaient plus, et s'est retrouvé complètement seul. Enrique et chacun de ces hommes ont reçu plus de 95 000 $ du règlement du tribunal de faillite et étaient satisfaits du résultat. Maria a également reçu 95 000 $, qu'elle a utilisés pour payer une chirurgie reconstructive de son visage, ne laissant que quelques cicatrices encore visibles. Malgré tout ce qui s'était passé, comment elle m'avait brisé le cœur et humilié, j'étais content qu'elle ait eu l'argent et l'opération. Mon intention n'avait jamais été de lui faire du mal, elle était simplement une victime de sa propre cupidité et de la mauvaise intention de Clark. Le dernier jour de Clark au travail, je l'ai appelé pour m'assurer qu'il comprenait ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué que me pousser dans la boue quand j'étais enfant et me voler ma petite amie avait eu de graves conséquences. Grâce à moi, vous êtes ruiné. Croyez-vous toujours que je ne suis qu'un imbécile, ai-je demandé. Il était sans voix, et je me suis senti soulagé, comme si 20 ans d'humiliation avaient enfin été vengés. Le fardeau que j'avais porté si longtemps avait disparu. Je suis resté au Mexique quelques mois pour laisser les choses se calmer, puis je suis retourné à Los Angeles. J'ai contacté Enrique et lui ai suggéré d'utiliser l'argent propre qu'il avait reçu du règlement de l'accident de voiture pour acheter l'entreprise de confection de vêtements Davison, en faillite. Je lui ai également proposé l'idée de m'embaucher pour la diriger. J'ai expliqué mon plan d'affaires à Enrique et il a eu confiance en moi, alors il a accepté. J'ai rebaptisé l'entreprise Sulindo Beso et j'ai embauché un groupe de jeunes mexicaines tout juste sorties du lycée comme créatrices de robes. Beaucoup de ces filles étaient incroyablement talentueuses. L'entreprise s'est concentrée exclusivement sur la communauté adolescente mexicaine et a rapidement prospéré. J'ai offert aux filles une réduction de 75% sur leurs robes si elles distribuaient nos brochures dans leur lycée et nous amenaient 5 autres clientes. En quelques années, j'estime que nous avons habillé au moins la moitié de toutes les jeunes filles mexicano-américaines de Californie célébrant leur 15e anniversaire, leur quinceañera. Nous avons également conquis une part significative du marché des robes de bal de promo dans la communauté mexicano-américaine. Ce marché ne faisait pas qu'augmenter en taille, il devenait aussi plus aisé. Linda, ou comme je l'appelais, Malinda, qui avait conçu la robe de Maria des années auparavant, est devenue notre styliste principale. Elle était la créatrice la plus talentueuse et la plus douée pour le marché que j'ai jamais rencontré. Linda était aussi intelligente, gentille et belle. Je lui ai payé les frais de scolarité pour qu'elle fréquente l'Institut de la mode et, en retour, ses créations sont devenues nos meilleures ventes. Issue d'une famille traditionnelle et pratiquante, Linda m'a invité à dîner le dimanche une semaine. Bien que nous ne sortions pas encore ensemble, nous avions l'impression d'être déjà presque fiancés. Son père, un professeur de mathématiques au lycée, et moi nous sommes liés autour des fonctions trigonométriques et des rêves partagés pour l'avenir de sa fille. Comme nous n'étions pas mariés, Linda ne pouvait pas vivre avec moi, mais très vite, je ne pouvais plus imaginer ma vie sans elle. Un mois plus tard, nous nous sommes mariés. Elle était bien sûr enceinte, et elle a conçu une nouvelle ligne de vêtements de maternité inspirée pour l'usine. Les ventes de la ligne de maternité ont monté en flèche. Sur l'insistance de Linda, nous avons inclus un livret sur les soins prénataux avec chaque robe de maternité que nous vendions. À la demande de nombreuses de nos clientes, nous avons également lancé une ligne de robes de soirée de maternité. Cela m'attriste que nous en vendions autant,
mais l'entreprise a été très bonne. Grâce au travail acharné de mes employés talentueux, notre entreprise a prospéré. J'ai partagé la richesse avec eux, et lors de notre fête de Noël annuelle cette année, j'ai distribué des primes de Noël particulièrement généreuses. En signe de leur gratitude, un groupe de mes employés m'a soulevé sur leurs épaules en scandant « Viva Zapata », tandis que ma femme, mes beaux-parents, mes parents, mes tantes, mes oncles et mes cousins regardaient avec fierté. À ce moment-là, j'ai pleuré des larmes de joie. Après toutes les difficultés, les peines de cœur et les années de travail acharné, j'y étais enfin arrivé.